Every day, the Facebook is making it easier for people to live, cleanse, work, and play. Our goal is to be a platform for content providers to find their audience and to monetize. You can find all that out with the Facebook? Right now, we are making some early investments in kickstarting the ecosystem to promote more episodic video viewing on Facebook. We have a lot of video views on Facebook, but not of this type, and we think developing that ecosystem is important. Facebook can do all that? Yeah. We want to be a platform for all content providers to publish. Call 1-800-614-3434 right now for your free The Facebook Startup Kit with free software and 10 free online hours. Nicolas Becquet a récemment publié un article sur le tout nouveau site français de l'Observatoire européen du journalisme. Un article qui montre à quel point les liens entre Facebook et les éditeurs de presse français sont devenus étroits ces derniers temps. Il revient avec nous sur cette révélation qui illustre les liaisons dangereuses qu'entretiennent les médias avec la compagnie de Mark Zuckerberg. Vous écoutez Wires and Lights in a Box. Ce soir, liaison dangereuse entre médias et Facebook. This instrument can teach, it can illuminate, yes, and even it can inspire. But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box. La place de Facebook dans l'écosystème des médias ressemble de plus en plus à celle d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tout le monde sent bien qu'à un moment ou à un autre, les choses vont mal tourner, mais personne n'ose réellement bouger de peur d'effrayer la bête. Dans un récent article publié sur le site de l'Observatoire européen des médias, Nicolas Becquet, journaliste et manager des supports numériques au quotidien belge L'Écho et auteur de l'excellent blog Mediatype, donne corps, chiffre à l'appui, à ce que les observateurs attentifs pressentaient depuis un certain temps. Facebook rémunère les médias les plus importants pour publier en masse du contenu vidéo sur sa plateforme. TF1, Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, tous reçoivent des sommes conséquentes pour abreuver leur production de haute qualité les newsfeeds français. L'objectif, convaincre que Facebook est the place to be pour les éditeurs audiovisuels. Une pratique qui pose, comme le souligne l'article, la question de l'indépendance des rédactions face aux géants américains, tant sur la forme que sur le fond. Bien évidemment, Facebook n'en est pas à son premier essai. En juin 2016, le Wall Street Journal révélait à travers un article de Steven Perlberg et Deepa Sitaraman que près de 140 contrats d'une valeur de 50 millions de dollars avaient été signés avec des créateurs de contenus américains. Un arrangement destiné à convaincre les producteurs US d'alimenter la plateforme avec des vidéos de haute qualité. En tête dans le classement des éditeurs d'information américains les plus rémunérés, on peut donc retrouver BuzzFeed avec 3,1 millions de dollars pour 12 mois, puis le New York Times avec 3 millions de dollars, CNN avec 2,5 millions de dollars, le Huffington Post avec 1,6 million de dollars et Now This avec 1,5 million de dollars. En France, les chiffres ne sont pas aussi précis, les uns et les autres préférant ne pas divulguer le montant des enveloppes délivrées par Facebook. Mais la fourchette se situe entre 100 000 et 200 000 euros par entreprise. Pour les éditeurs, le challenge de la vidéo est donc énorme. Mais la tentation de pouvoir capitaliser sur le succès de Facebook est plus fort. Depuis près d'un an, nombre de titres se sont donc mis à produire frénétiquement avec le soutien de la plateforme des vidéos aux formats différents. Nicolas Becquet a accepté de revenir sur son enquête pour discuter des implications de cette stratégie sur le fonctionnement des rédactions. Tu as récemment publié un article sur le tout nouveau site français de l'Observatoire européen du journalisme, un article qui montre à quel point les liens entre Facebook et les éditeurs de presse sont devenus très étroits ces derniers temps. Alors du coup, pour commencer, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu dans quel contexte s'inscrit ce papier. On sait que les plateformes sociales, que ce soit Facebook, Twitter ou d'autres, ont un impact de plus en plus important sur les rédactions, que ce soit dans le trafic généré ou tout simplement dans les modes de fonctionnement, dans les organisations. On passe de plus en plus de temps à produire des contenus
on va dire natifs, c'est-à-dire sur mesure pour ces plateformes-là. Et dans ce contexte-là, bien se pose la question à la fois de la rentabilité, mais aussi de la dépendance à ces plateformes qui nous ouvrent des bassins d'audience inespérés à un moment où les médias ne vont pas bien et cherchent à un second souffle. Donc, dans ce cadre-là, je me suis intéressé à la production de vidéos et de live notamment par les grands médias et par les médias aussi en général, parce que voilà, j'ai vu qu'on en produisait de plus en plus, et je sais, pour être moi-même un responsable dans une rédaction, que se mettre à la vidéo quand c'est pas notre métier de base, c'est très complexe. Ça demande vraiment beaucoup de réflexion, ça demande de former des gens, et puis ça demande aussi de bien réfléchir à la manière dont on va utiliser ces vidéos, parce que ça revient très cher à produire. Et donc du coup, quelles ont été tes découvertes à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu as pu trouver qui soulignait la relation entre donc ces titres de médias français et Facebook? Alors je savais, j'avais lu il y a un certain temps que Facebook avait passé des partenariats, avait conclu des partenariats avec les grands médias américains, notamment New York Times, CNN, BuzzFeed et d'autres grands titres, pour qu'ils produisent des contenus, notamment des lives et aussi de la vidéo. Et donc j'avais ça dans un coin de ma tête, et j'avais à l'époque trouvé ça assez étonnant et assez malin de la part de Facebook, c'est-à-dire d'aller chercher des VIP pour devenir des représentants de commerce de ces nouveaux produits, en l'occurrence la vidéo. Et c'était malin puisque ce sont des médias qui ont une portée mondiale et qui peuvent produire en masse des contenus et qui peuvent inonder très facilement les timelines, nos fils d'actualité Facebook. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, et puis j'ai vu que il y a à peu près un an, les grands médias français, alors on va dire Le Monde, TF1, Le Figaro, se mettaient à produire énormément de live. Et forme de spontanéité, comme ça, beaucoup de moyens investis dans ces contenus-là. Et du coup, je me suis posé des questions. J'ai vu que, notamment, le Facebook Live avait permis le développement du mojo, du journalisme mobile, c'est-à-dire quand on tourne, quand on produit des contenus avec son téléphone. Et ça faisait un certain temps que moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Et j'ai vu que, en quelques mois, il y avait plein de journalistes qui avaient des kits comme ça, avec une petite lampe, un micro et un téléphone, et qui allaient dans les manifs, qui allaient dans des événements et qui créaient des lives. Donc je me suis dit, tiens, il y a eu une adoption très très rapide, et ça a suscité ma curiosité, d'autant que au moment où on vient de commémorer les attentats à Paris, les attentats terroristes, et à l'époque j'avais publié un papier qui disait toutes les vidéos qu'on a reçues, qui ont tourné sur les réseaux sociaux à propos de ces attaques, sont produites par des citoyens. Et je posais la question suivante, où sont les journalistes ? Où sont les journalistes? Pourquoi ils n'utilisent pas déjà ces moyens de production légers, efficaces, qui finalement s'adaptent très bien à des moments de breaking news de ce type-là. Et 4 mois ou 5 mois après ce papier, Facebook Live débarque, donc une fonctionnalité géniale, on peut le dire, puisque avec un téléphone, on peut passer en direct et communiquer avec l'audience. Et là, d'un seul coup, ça a été le raz-de-marée. Vraiment dans toutes les rédactions, tout le monde s'est mis à utiliser ces technologies-là et à organiser sa production vidéo à partir de là. Donc ça, c'était, je dirais, le contexte qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, il y a pas longtemps, je me suis dit, je vais faire quand même un article sur l'impact de Facebook sur l'organisation des rédactions. Puisque moi, étant dans une petite rédaction ou une taille intermédiaire, j'essaye de m'adapter au fur et à mesure, de voir ce qu'on dit sur l'algorithme, ce qui fonctionne pas. J'analyse l'audience, etc. Et puis, quand on a commencé à créer vraiment de la vidéo, je me suis dit, waouh, là, ça prend énormément de temps. Ça marche pas toujours. Est-ce qu'on va s'y retrouver? Est-ce que c'est une stratégie pérenne? Et je me suis rendu compte que c'était énormément d'efforts. Donc j'ai commencé à réfléchir, à discuter avec d'autres collègues, d'autres rédactions, et très vite est venue la question de l'argent et surtout de l'aide fournie par Facebook aux médias pour les aider à développer ce type de contenu. Alors au début, c'était simplement ces valises qui ont été distribuées à certaines rédactions, des valises Facebook,
dans lequel on pouvait trouver un téléphone, une lampe, un micro, etc. Une sorte de kit, quoi, déjà. Un kit, quoi. Ouais. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, c'est malin de la part de Facebook, parce que il n'y a pas de question de budget, on donne juste un petit kit, c'est un kit quand même qui doit valoir dans les 1 000 €, je pense, donc c'était déjà un beau petit cadeau, et c'est une façon intelligente de dire, utilisez notre outil Facebook Live. Et en fait, en discutant avec d'autres personnes, etc., eh bien, je me suis rendu compte que, il y avait une rémunération aussi. Alors là, j'étais encore plus étonné, mais je me suis dit, oui, c'est logique, ça s'est passé aux États-Unis, pourquoi ça se passerait pas en France? C'est deux cultures différentes, on est bien d'accord, mais c'était ça a suscité ma curiosité, et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'il y avait une rémunération par mois très très conséquente de certains titres qui avaient été vraiment un facteur déclenchant pour la production massive de vidéos sur Facebook. Alors justement, là, tu parles quasiment de jusqu'à 200 000 € mensuels par titre. C'est quand même assez important. Tu parles également de, en fait, cette rémunération en fait couvre quasiment la moitié, par exemple, de la création d'un studio. C'est beaucoup d'argent donc. Et tu attaques ton papier directement en disant Facebook a gagné. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que Facebook a gagné? En fait, la problématique des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc., est encore assez abstraite pour la plupart des gens, puisqu'on dit oui, ils utilisent nos données personnelles, oui, ils distribuent beaucoup d'audience et les médias sont un peu dépendants de cette audience, etc. Mais ça reste, je dirais, abstrait. C'est des discussions éthiques, déontologiques, de spécialistes. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que on avait franchi une nouvelle étape. C'était pas simplement une aide technique, c'était pas simplement une mise à disposition d'outils, c'était pas simplement des discussions, c'était de l'argent. Donc voilà, c'est sonnant et trébuchant. Et je me suis dit quand même, là, on a passé une étape parce que on se plaint, on discute beaucoup de l'indépendance des médias, notamment par rapport aux actionnaires industriels, milliardaires, par exemple les actionnaires du Monde ou les actionnaires du Figaro. On se dit c'est un problème pour l'indépendance, etc. Mais là, certains médias touchent de l'argent de Facebook, une entreprise privée américaine, pour produire des contenus. Alors bien sûr, et là c'était tout à fait clair, ils n'ont rien à dire sur le contenu, mais ils posent quand même des conditions sur le timing, le nombre par semaine, le volume de minutes, etc. Donc c'est assez intrusif quand même, je trouve, dans la fabrique de l'info. C'est ce que j'appelle la servitude volontaire, c'est-à-dire s'il y a un pacte, c'est qu'il y a consentement. Donc c'est les deux parties qui se sont rapprochées de façon consciente. Et après aussi, les sommes en jeu sont vraiment très très importantes, parce que moi c'est une fourchette que j'ai eue, parce que chaque contrat est déjà très très confidentiel, mais c'est une fourchette qui m'a été confirmée par plusieurs sources, entre 100 000 et 200 000 €. Donc je peux pas dire exactement combien touche chacun, mais dans un budget de rédaction où on sait que tous les médias sont sous pression, qu'on a du mal à embaucher, qu'on a tendance à produire beaucoup pour avoir une rentabilité, etc., ça représente énormément d'argent. Côté Facebook, les enjeux ne reposent pas sur la visibilité, mais sur l'attractivité. Il s'agit de fournir une variété de contenus importants pour garder les utilisateurs captifs sur la plateforme et les exposer le plus possible aux spots de pub diffusés avant les vidéos. Il faut savoir que dès 2013, l'Interactive Advertising Bureau souligne l'importance de la vidéo dans les stratégies marketing et le placement publicitaire. En fait, Daryl Sim, CEO d'Omnicom Group, conseille même dans un article du Washington Post publié à l'époque de reporter près de 10 à 20% du budget publicitaire annuel dévolu à la télévision sur la part de vidéos online. Et ce, naturellement, pour augmenter les revenus. L'Eldorado digital vient d'être découvert, c'est la ruée vers l'or. 3 ans plus tard, la recommandation a porté ses fruits. L'augmentation des revenus de la pub en ligne a grossi considérablement, passant de 28 milliards en 2013 à un peu moins de 50 milliards de dollars en 2015. La quasi-totalité des revenus publicités sont trustés par Google et bien sûr Facebook. Et donc, il y a une dépendance, parce que si on est capable de produire de la vidéo, c'est aussi parce qu'il y a eu des moyens qui ont été investis, mais
le jour où ça disparaît, parce qu'il s'agit d'accords temporaires, et ça c'était bien précisé par Facebook, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on vire les 2 personnes qu'on avait embauchées pour faire de la vidéo ? Quel est l'objectif à terme ? Parce que là, il y a déjà un test qui est mené dans 6 pays différents, qui vise déjà à séparer le flux des pages, donc là où publient les éditeurs de presse, du newsfeed traditionnel. Et donc ça, globalement, c'est un peu amené à se généraliser, on suppose. Quel serait l'impact de cette séparation si ça devait venir sur les éditeurs de presse ? Déjà, on le sent déjà. Hein. Donc, il y a les pays que vous citez, effectivement, ont vu leur trafic baisser dramatiquement. Et on voit, et c'est très intéressant. Je regardais la courbe ce matin, donc publiée par Parsley. C'est la part du trafic amené aux éditeurs par Google et par Facebook. Pendant très longtemps, Facebook est passé devant Google. Et là, on voit que les courbes se croisent et que Google, maintenant, est plus important en termes de trafic. Parce que Facebook a déjà ajusté son algorithme pour que les médias aient moins de visibilité. Donc, ils le font de façon crescendo, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ressent déjà l'impact aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être demain ? Puisque l'objectif de Facebook, c'est de faire payer la visibilité. C'est que les médias payent pour booster leurs articles, c'est-à-dire qu'on mette 50 € sur un article pour que l'algorithme dise « Ok, je vais le présenter à X milliers de profils qui correspondent à votre recherche, etc., à votre thème. » Donc, il y a un impact très important. Et là où moi j'ai trouvé ça, de mon point de vue, travailler dans un petit média, c'est que Le Monde, ils ont déjà une équipe de 15 personnes pour faire de la vidéo. Donc, il m'explique, fondamentalement, on a déjà investi et c'est pas l'argent de Facebook qui, du jour au lendemain, s'il disparaît ou s'il arrive, va changer nos pratiques. Mais pour un média comme le mien ou comme beaucoup de médias locaux ou régionaux, etc., produire de la vidéo, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et si Facebook change son algorithme, il faut encore s'adapter, mais alors, ça pose vraiment des questions d'organisation. Si Facebook, comme ils l'ont fait aujourd'hui, dit on veut des vidéos de plus d'1 minute 30 pour que notre algorithme les pousse, ça veut dire qu'il faut rajouter 30 secondes ou 45 secondes de plus que ce qu'on faisait avant. Donc ça veut dire en termes de tournage ou en termes d'achat d'images ou d'agences de presse, d'agences d'images, d'abonnements, etc. Ça a des conséquences très très importantes. Donc effectivement, j'ai obtenu des chiffres qui sont impressionnants et qui, j'espère, vont faire bouger les choses dans la prise de conscience parce que c'est très concret. Mais il y a aussi tout l'impact dans l'organisation de rédaction qui sont déjà affaiblis et qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent avec d'autres challenges ou d'autres défis du type publier sur de multiples supports, le mobile, les tablettes, etc., qui sont déjà des casse-têtes dans les rédactions. Et là, en plus, on ajoute la vidéo qui est sans doute, et le live, qui sont sans doute les 2 formats multimédia les plus compliqués à mettre en œuvre, les plus coûteux. Et donc, dans quelle mesure on va pas pencher d'un côté, pencher de l'autre en fonction de ce que Mark Zuckerberg va dire. Et puis, à terme, comment on construit une forme d'indépendance et de réalisme sur les chiffres. Alors, parce que ça, c'est vraiment très, très important de mon côté, c'est que les chiffres fournis par Facebook sont sujets à caution. Il y a eu une surévaluation, on se souvient, des chiffres concernant la vidéo, les statistiques de consultation qui étaient largement au-delà de ce que, a priori, ils étaient, c'est ça ? Exactement. Et ils ont surestimé de 60 à 80% l'impact des vidéos pendant 2 ans. Enfin, c'est complètement énorme. Et donc, si on rapproche les 2 phénomènes, d'un côté, ils rémunèrent des médias VIP pour qu'ils inondent les timelines de vidéos et de contenus à plus-value, et que de l'autre côté, l'algorithme a un problème où ça je saurais pas dire parce que je pense qu'on saura jamais un problème technique ou en tout cas qui surpondère l'impact des vidéos dans nos fils d'actualité. Là, il y a une conclusion qui est assez directe, c'est-à-dire Facebook crée une bulle autour de la vidéo et crée une demande qu'il n'y a pas. Et une fois qu'ils ont lancé leurs produits vidéo à l'échelle mondiale, parce que tout ça c'est à l'échelle mondiale, ils ont lancé leurs produits vidéo pour concurrencer YouTube et tout le monde s'est mis à produire.
Donc c'est un calcul stratégique qui est génial. Enfin, si on remet les choses en contexte, en 2 ans, pousser la vidéo et des formats à l'échelle mondiale, waouh, bravo. Après, quand on le regarde du côté des médias, on se dit bon, on a peut-être participé à quelque chose qui était peut-être pas très sain. Et on est d'accord que, en fait, si cette vidéo est mise en avant, c'est précisément parce qu'en fait, il y a des publicités qui sont posées dessus et que vraisemblablement, ça génère des revenus conséquents au vu du récent sondage qu'on a pu croiser sur Internet, disant que 66% des Américains consultaient leurs news sur Facebook. Ça veut bien dire qu'il y a une appétence pour ce genre de contenu et donc les revenus publicitaires sont assez colossaux. Alors voilà, c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on pousse du contenu de vidéo de qualité et puis on a la 4G, etc. Donc c'est facile à consommer sur notre téléphone. Le player de Facebook fonctionne très bien. Donc effectivement, maintenant il y a une demande, mais ça a été, pour moi, il y a eu une sorte de boost artificiel et assez intelligent de la vidéo sur Facebook. Mais le point abordé ici, effectivement, c'est la publicité. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que le principal concurrent sur le marché publicitaire des éditeurs et des médias, c'est Facebook. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va produire des contenus pour Facebook, par Facebook, avec les outils de Facebook, pour qu'au final, créer du trafic, créer de l'engagement qui va rémunérer qui? Facebook, via les campagnes publicitaires. Donc ça, c'est quand même, on a atteint une sorte de paradoxe ultime. Et dans les régies publicitaires, c'est ce qui m'a été rapporté dans les grands médias, on grimace. Parce que on essaie de vendre de la publicité avec énormément d'efforts et de difficultés. Et puis en fin de compte, l'argent posé sur la table par Facebook est tellement important qu'on ravale notre salive et on dit ok, on prend. C'est ça qui est génial et qui est incroyable en même temps. C'est ce serpent qui se mord la queue, de la publicité et puis de l'argent qui est dessus. Après, ce sont des accords temporaires, je le répète, là c'était par contrat de 6 mois, ça a été renouvelé une fois. Visiblement pour le live c'est fini. Et là j'ai publié l'interview donc du directeur des partenariats pour l'Europe du Sud, qui explique que en fait ces partenariats-là sont peu de choses par rapport à toutes les discussions qu'ils ont avec les médias en interne. Et que financièrement, quand on a un Facebook qui fait 10 milliards, alors je sais plus si c'est de bénéfices ou de chiffre d'affaires, mais 10 milliards par trimestre, donner quelques millions aux médias ou même 50 millions aux États-Unis, c'est peanuts. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc là, le responsable des partenariats, Edouard Brault, explique que ils vont refaire ce type de partenariat, mais pour Watch, donc le nouvel onglet, la nouvelle plateforme pour les vidéos longues. Et donc là, ils vont co-développer des formats spécifiques pour cette plateforme-là, avec des éditeurs, avec des producteurs et des personnalités. Depuis 2015, l'entreprise dirigée par Sheryl Sandberg a déployé une stratégie particulièrement virulente pour conquérir des parts de marché et concurrencer YouTube et d'autres plateformes vidéo sur leur propre créneau. Mais avec près de 100 millions d'heures visionnées par jour depuis le newsfeed, Facebook peine encore à rattraper YouTube qui totalise près d'1 milliard d'heures visionnées par jour. L'enjeu pour la firme, basée à Menlo Park en Californie, consiste donc à augmenter son offre de contenu pour aller chercher les dollars de la pub online qui dépasse cette année de 10 milliards le budget publicitaire alloué à la télévision. Prochaine étape donc, Hollywood. À l'instar de Netflix, Hulu et YouTube, Facebook pense sérieusement à investir dans la production de séries originales afin de capter les audiences d'autres plateformes et donc de nouveaux revenus publicitaires. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur SoundCloud, iTunes et même YouTube en tapant Journalism Design dans la barre de recherche. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si tout cela vous a plu. Merci, bonne nuit, bonne chance et à très vite. It's nothing but wires and lights in a box.